Donald Trump a attaqué l'Iran. The United States military began major combat operations in Iran. De l'Iran qui dit avoir refermé le détroit d'Ormuz. On est très dépendant du détroit d'Ormuz. Il va y avoir moins de pétrole et de gaz. Pendant combien de temps? Parce qu'il faut reconstruire en fait. Il faut reconstruire. Donc là, nous allons vers un choc inflationniste. C'est une inflation généralisée et sur des produits de base. Sur les 12 prochains mois, il va y avoir de l'inflation, même si la guerre devait s'arrêter demain matin. Là, on pourrait le connaître aussi, et ça serait un impact très durable sur l'économie. Maxime Maury, bonjour. Bonjour Gaspard. Merci beaucoup de revenir sur la chaîne du revenu. C'est un plaisir, et puis c'est un plaisir de retrouver nos auditeurs qui nous ont gratifiés de 25 000 vues, 600 likes. C'était agréable. Hein. Sur l'ensemble de nos vidéos, c'est même... Voilà, on a l'impression qu'on a apporté quelque chose aux auditeurs et on est là pour ça. Excellent. Et d'ailleurs, l'actualité, depuis un mois, a été très chargée. Oui. La guerre frappe de nouveau au Moyen-Orient. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, Donald Trump a attaqué l'Iran, certainement sous influence ou impulsion israélienne. Oui. Et ça bouleverse l'économie mondiale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, même beaucoup, mais je voudrais être très clair pour les auditeurs et donc peut-être faire des scénarios. Bon, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est une guerre où probablement Trump a été entraîné. Avec l'enjeu du nucléaire iranien. Hein, c'est ça, c'est le cœur, d'ailleurs, c'est le cœur en ce moment de la négociation à Islamabad. Personnellement, je doute beaucoup que l'Iran accepte de rendre le stock de nucléaire enrichi. Alors, l'impact est très important. Et pour une raison, on peut peut-être le dire, c'est que les dictatures aujourd'hui dépendent de l'arme nucléaire pour exister. La Corée du Nord, elle est fière et vaillante parce qu'elle a le nucléaire, alors que la Libye de Kadhafi, elle s'est faite écraser et Mouammar... et puis l'Iran se moque éperdument de son peuple, donc en fait, toutes les souffrances que Trump peut infliger à l'Iran n'a pas beaucoup d'impact sur l'enjeu en réalité. Hein. C'est triste, c'est très triste même. Mais donc ça, vous ne croyez pas à une résolution proche du conflit? Je souhaite vraiment ardemment, et je vais dire pourquoi après en tant qu'économiste, parce que là nous avons un choc majeur. Hein. Mais je ne crois pas beaucoup. Alors par contre, je pense que Trump essaiera de s'en aller, hein, parce qu'en fait il a des élections au mois de novembre. Il est fauteur de guerre, il est fauteur d'augmentation du prix du gallon aux États-Unis. Ça va peser sur son électorat. Ça va peser. Il y a même la rumeur d'une destitution de Trump, qui n'a pas beaucoup de chances d'aboutir, mais qui circule quand même. Il avait déjà impeach pendant son premier mandat et ça n'a pas les conséquences. C'est l'amendement, le 25e amendement, on en parle, et même parmi les républicains. Donc je pense qu'il essaiera de s'évader de ça. Alors, je vais déjà dire aux auditeurs que je ne sais pas si cette guerre va s'arrêter, parce que vous avez un fond, le Golfe, on dit le Golfe Persique, non, c'est le Golfe arabo-persique. Vous avez d'un côté les Arabes qui sont des sunnites, et de l'autre les Perses qui sont des chiites. Et ces gens-là se détestent depuis 2000 ans. Donc, la guerre est allumée. La guerre est allumée, est-ce qu'elle va s'éteindre facilement ? Je n'en suis pas certain, parce que les destructions sont très importantes du côté arabique, hein, au Qatar, en Arabie Saoudite. Hein, bon. Donc, on ne peut pas... Aujourd'hui, disons franchement que les marchés sont optimistes. Hein. Les marchés sont optimistes, les bourses sont remontées. Il faut dire que la guerre menée par Trump impacte moins les États-Unis qu'elle impacte le reste du monde, la Chine et l'Europe en premier lieu. C'est-à-dire que quand l'Amérique frappe l'Iran, le dollar monte parce que les capitaux financiers se réfugient sur une valeur refuge qui est le dollar. Donc le dollar qui avait beaucoup chuté depuis le début de la présidence Trump retrouve une certaine vigueur. Et ça, c'est plutôt favorable, surtout sur le pétrole aussi. Les pétrolières américaines, vous pouvez peut-être nous en parler. Oui, parce qu'en fait, on sait qu'en 2008, ça a été l'origine des subprimes, qui ensuite a provoqué la plus grande crise financière de toute l'histoire, mais qui a été remarquablement gérée à l'époque par les États et la Banque centrale. Elle aurait été beaucoup plus grave que 1929. C'est la fin de ce qu'on appelait light sweet oil, c'est-à-dire le pétrole américain conventionnel.
Le C'est-à-dire... pétrole du Texas, il suffisait de donner un coup de pioche dans le sol et on Alors, avait une nappe de pétrole qui jaillissait. à l'école des mines, on voit ça de manière scientifique avec le fameux concept passionnant de EROI, Energy Return on Energy Invested. C'est-à-dire que avec un input, un baril d'input, un baril d'énergie pour forer, on obtenait au siècle dernier 100, et puis 25, et aujourd'hui on n'est plus qu'à 11. Donc ce pétrole-là... Il faut beaucoup plus d'énergie aujourd'hui pour aller chercher le pétrole. Voilà. C'est plus le pétrole qui était Voilà. accessible à portée de main, Voilà. c'est le pétrole qui est profond, qu'il faut forer, il faut Voilà. aller chercher. Et pour autant, la consommation mondiale de pétrole, qui est de 100 millions de barils le jour, ne s'est pas réduite parce que on a mis en valeur des champs beaucoup plus difficiles à exploiter. C'est le fameux shale oil ou pétrole de schiste bitumineux ou de sable bitumineux, selon que c'est le Canada, les États-Unis. Enfin, tout ça pour dire que c'est un pétrole qui est plus cher. Mais la production a augmenté Et elle a permis de maintenir la production mondiale. Elle a pas avec augmenté. du pétrole qui était moins facile à trouver, Oui. moins facile à exploiter. C'est-à-dire la consommation de pétrole ne baisse pas, elle n'augmente pas, mais elle ne baisse pas. Bon. Et il faut dire aussi à nos auditeurs que par rapport au premier choc pétrolier 1974, moi j'avais 20 ans, je me souviens très très bien de ce qui s'est passé, nous avons aujourd'hui moins de pétrole et de gaz dans l'énergie primaire mondiale, environ 67%, environ 57% et 70% pour le total des carbones. Mais par contre, la chimie, c'est entièrement du pétrole. À l'époque, c'était de la carbochimie, c'est-à-dire c'était avec le charbon. Aujourd'hui, c'est entièrement avec le pétrole. Dans ce studio, tout ce qui nous entoure, les équipements, les caméras, l'écran, la table, les fauteuils, même les murs, la peinture, tout ça, c'est du pétrole. Et nos vêtements, en partie aussi. Bon. Donc, On ne s'en rend pas compte, on porte du pétrole sur nous. Le pétrole est partout. Ouais. C'est de la pétrochimie, c'est plus de la carbochimie. Voilà. Et donc, quelques chiffres pour que nos auditeurs comprennent que nous sommes face à un choc qui est un choc d'offres. D'offres, ça veut dire que la production va devenir plus difficile dans les mois qui viennent et peut-être même les années qui viennent. Donc, ce que je ne saurais pas dire, c'est la durée du choc. Mais le choc est là. Et on va donner quelques chiffres. Donc, 100 millions de barils du jour. Il nous manque aujourd'hui de sources officielles, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit qu'il nous manque 12 millions. 12%. Quand j'avais 20 ans, en 1974, c'était 60 millions de barils jour, il manquait 6 millions. Donc, il manquait 10% à l'époque. Et aujourd'hui, il manque 12%. Donc c'est un petit peu plus, mais le problème n'est pas tellement sur la quantité. Oui, c'est exactement ça. C'est que l'Agence internationale de l'énergie nous dit que sur ces 12%, une partie est irréversible parce qu'il y a eu des destructions. On estime à peu près au pif la moitié. C'est-à-dire qu'il y a eu des destructions très importantes au Qatar pour le gaz naturel. Il y a eu des destructions en Arabie Saoudite et dans tous les pays du côté, des deux côtés d'ailleurs, du côté persique et du côté arabique. Donc structurellement, on produit moins de pétrole, on alimente moins en pétrole l'économie mondiale, alors que jadis, vous disiez en 1974, pendant le premier choc pétrolier, c'était que 10%, c'était un petit peu inférieur, mais surtout, d'où venait ce choc pétrolier? Le choc venait à l'époque de l'embargo, c'est-à-dire d'une décision politique, alors que là, il vient aussi d'une décision politique de bloquer le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez que les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz pour punir les Américains, et les Américains bloquent le détroit d'Ormuz pour punir les Iraniens. Donc, c'est bloqué de tous les côtés. Mais à l'époque, c'était réversible. Oui, avant, c'était juste, on fait moins tourner les champs de pétrole, on fait moins tourner les raffineries, mais du jour au lendemain, on appuie sur le bouton et on peut relancer la production à condition de le vouloir. Aujourd'hui, c'est moins simple parce que les outils productifs ont été détruits. Il y a des destructions qui ne portent pas d'ailleurs que sur l'énergie, le pétrole et le gaz naturel, mais qui portent aussi sur quelque chose qui va avoir un impact très fort sur les prix alimentaires, ce sont les engrais. Et je pense en particulier les engrais pour l'Inde et pour la Chine. Mais peut-être avant de venir sur les autres biens, sur le pétrole déjà, on comprend le premier choc pétrolier. Alors rappelez-le, le premier choc pétrolier, c'était 74, 73, 74. Pourquoi est-ce qu'ils avaient fait un embargo, les pays de Alors, c'était la conséquence de la guerre du Kippour, mais... qui opposait Israël à l'Égypte. Donc, c'était la volonté... punir, en quelque sorte... C'était la volonté de punir l'Occident
par les pays producteurs de pétrole, mais c'était aussi pour un certain nombre de physiciens comme Jean-Marc Jancovici, dont je suis les travaux, l'idée de gérer le début du déclin du pétrole quand même. Hein. Le pétrole est une ressource finie. Hein, donc, alors ça c'est encore un autre sujet, peut-être qu'on le traitera un jour, le pic pétrolier, le Shift Project de Jean-Marc Jancovici, professeur à l'école des mines, nous dit qu'à partir de 2030, les approvisionnements de l'Europe et donc de la France en pétrole vont diminuer régulièrement. Attendez, on nous a annoncé de nombreuses fois le pic Oui, pétrolier, oui. le pétrole apocalypse, préparez-vous, il y aura plus de pétrole, on va plus pouvoir forer, Mais etc., ça va etc. pas se faire dans un jour, mais c'est l'idée qu'une ressource physique qui ne se reproduit pas, elle met 200 millions à l'année à se reproduire, eh bien, son exploitation passe par un pic et puis après ça descend. Ça Et à un descend. moment, on ne pourra plus forer jusqu'aux profondeurs de la Terre pour avoir du pétrole. Mais donc, le premier choc pétrolier en 74, ce que peut-être les auditeurs, ce que moi-même je ne savais pas, c'est que on parle d'un choc pétrolier parce que le prix du baril a structurellement changé. C'est-à-dire que vous avez connu dans Oui, votre oui, jeunesse oui, bien sûr, bien sûr. un plein d'essence Ouais, 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 qui bien coûtait sûr, 20 bien sûr, euros, c'était bien 30 fois sûr. rien parce que le prix était structurellement plus faible. Le baril était à 20-30 dollars alors qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Bien sûr. Alors, disons que là, ce n'est pas qu'une question de prix, c'est une question de choc physique. Il va y avoir moins de pétrole et de gaz. Pendant combien de temps? Parce qu'il faut reconstruire, en fait, Il les faut infrastructures reconstruire. aujourd'hui. Euh, Donc le problème est plus grave que celui de 74. Donc ce que vous êtes en train oui, de nous dire, c'est que oui, le choc pétrolier qu'on a oui, connu, c'est-à-dire oui, un oui, vrai changement de oui, oui, paradigme où on est passé d'un oui, un baril pas cher, bon marché, à un baril quand même déjà beaucoup plus élevé, là, on pourrait le connaître aussi et ça serait un impact oui. très durable sur nos Alors, économies pour la raison que vous avez évoquée, que alors, tout est lié au oui, pétrole. oui. Moi, je regarde toutes les prévisions et tous les commentaires. Et je ne regarde pas la télévision. Je lis beaucoup et je cherche des émissions spécialisées. Vous avez aujourd'hui encore, alors que les marchés sont plutôt optimistes, si j'en juge par le niveau de la bourse ce matin à New York, bon, les marchés, il y a des prévisions quand même de pétrole à 150 dollars le baril. Hein. Donc, ça reste encore très dangereux. Et puis surtout, vous avez les produits alimentaires qui vont inévitablement augmenter avec la pénurie d'engrais. Pénurie d'engrais dont souffrent déjà l'Inde et la Chine, qui sont entièrement dépendants du détroit d'Ormuz. Alors, C'est presque des famines que vous annoncez là. alors comme vous l'avez signalé, les États-Unis ne dépendent pas du détroit d'Ormuz en réalité. Hein, et nous n'en dépendons pas beaucoup, la France. Hein, le gaz, nous l'achetons ailleurs. Et, alors, je ne dis pas des famines, mais une augmentation importante du prix des céréales et donc de toutes les matières premières alimentaires. Car il manque non seulement du pétrole et du gaz et des engrais, mais il manque des produits de base. Je les ai notés là. Il manque l'hélium, qui est un gaz qui sert aussi pour des produits industriels indispensables que sont les semi-conducteurs. Il manque de l'urée, il manque du naphta et il manque de l'éthylène. Et là, on est très dépendant du détroit d'Ormuz. Pas nous, les Français, mais le monde. Hein, bon. Et vous n'avez pas un prix en Asie, un prix en France, et les prix sont tous des Bien prix. sûr, il suffit qu'il y ait une Voilà, pénurie quelque voilà, part, que voilà. les gens soient prêts à payer plus cher et c'est le prix mondial qui monte. Voilà, donc là, nous allons vers un choc inflationniste et nos amis épargnants doivent savoir que selon les marchés, alors les marchés pour moi, c'est pas la sainteté, n'est-ce pas? Hein, moi, je m'en fiche des marchés, mais je regarde les prévisions. Les marchés estiment l'inflation à 1 an et à 5 ans. À partir de la différence entre le taux des obligations normales et le taux des obligations indexées, parce qu'il y a des obligations indexées. Et donc, si vous anticipez une inflation forte, le taux des obligations indexées l'enregistre. Donc il y a des obligations qui prédisent l'inflation future. Qui intègrent, oui, c'est ça, qui sont indexées sur l'inflation. Et à partir de là, il y a des prévisions. Alors, et donc ça, ces prévisions, enfin, vous dites c'est le marché qui les fixe parce que c'est librement négocié entre oui, les c'est personnes librement qui les achètent et négocié, qui les absolument, revendent. absolument. Donc moi, on a je comme suis- ça une idée de ce à quoi Oui, s'attend oui, le marché oui, sur oui. l'inflation. Donc c'est quoi cette prévision d'inflation? Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise. Alors,
Quand je dis ça à ma femme, elle me dit toujours commence par la mauvaise, tu diras la bonne après. Bon, la mauvaise, c'est qu'à un an, l'inflation prévue par les marchés est à 3,6, 3,7. 3,6, 3,7. À peu près, oui. C'est très élevé. Alors, oui, Aujourd'hui, on est en dessous des deux. Aujourd'hui, voilà, en France, on est à 1,7 Ouais. ce matin. Donc là, Bon. on va faire plus que multiplier par 2 Voilà. l'inflation. Et comme Voilà. vous dites, c'est l'inflation sur tout ce qui est lié au pétrole, c'est-à-dire beaucoup de choses, et sur les produits alimentaires, et sur les produits industriels. Enfin, c'est une inflation généralisée. Oui, c'est une inflation généralisée et sur des produits de base. De base. Et ça impacte tout le monde dans son quotidien. Et en particulier, les classes les moins aisées. Hein. Ah bah, plus on consomme, plus on est impacté par l'inflation. Oui, ça dépend du panier. Le panier, pour des gens qui sont à 2 000 € par mois, ben, c'est d'abord l'énergie, l'alimentation. Hein. Bien sûr. Bon, alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'à 5 ans, alors les banques centrales sont très attachées aux prévisions à 5 ans en matière d'inflation parce que c'est ce qu'elles appellent l'ancrage monétaire. Tant que tout le monde croit qu'à long terme, l'inflation restera autour de 2%, on pense que l'encre est bien mise. Là, c'est 2,5. Bon, vous savez que l'objectif de la BCE, c'est autour de 2, un peu au-dessous, un peu au-dessus. Même un peu au-dessus, ça leur fait pas peur. Donc ça se calmerait un petit peu. Alors voilà, selon ça, les marchés. Selon les marchés, effectivement, il n'y aurait pas, alors je vais employer l'expression technique qu'utilisent toujours les économistes, il n'y aurait pas d'effet de second tour. Qu'est-ce que c'est qu'un effet de second tour ? Un effet de second tour, c'est que vous avez une première vague d'inflation, on ne va pas y échapper, on va la voir, elle sera entre 3 et 4, nous l'avons dit. C'est que les salaires sont contaminés par cette hausse et qu'à la fin, eh ben, c'est une hausse. Vous avez dit Oui, tout à c'est-à-dire l'heure. que l'employeur, pour compenser la hausse des prix, va augmenter un petit peu ses salariés. Mais comme les salariés ont un pouvoir d'achat un petit peu plus grand, en face, celui qui va revendre la marchandise va augmenter un petit peu les prix aussi. Oui, et tout à l'heure, pendant le déjeuner, vous m'avez dit que ça serait un cercle vicieux. C'est-à-dire que ça s'auto-alimente. Ça s'auto-alimente. Et alors là, nous rentrons dans un autre cycle économique que celui dans lequel nous sommes. Nous rentrons dans quelque chose de totalement imprévu. Et puis il y a aussi ce risque que vous évoquez, c'est-à-dire que les marchés sont peut-être trop optimistes à court terme, sans se rendre compte véritablement que les infrastructures pétrolières sont touchées, et que donc le choc de l'inflation d'un pétrole durablement plus cher pourrait durer au-delà d'un an. Oui, vous savez qu'il y a deux animaux qui symbolisent le marché, c'est bull et bear. Et les marchés, ils sont quand même fondamentalement bullish, parce qu'en fait, le marché, c'est l'énergie, C'est l'enthousiasme. c'est l'enthousiasme. Sinon, on ferme la boutique. Oui, c'est ça, c'est l'instinct vital. Ouais. Donc, moi, j'observe depuis que je m'intéresse à l'économie, c'est-à-dire à peu près 50 ans, je m'intéresse que les marchés ont toujours un biais, ils ont toujours un biais optimiste. Voilà. Donc, attention, nous pouvons... Une inflation durable. On n'est pas certain du futur très lointain, mais on sait que sur les 12 prochains mois, il va y avoir de l'inflation, même si la guerre devait s'arrêter demain matin. Alors, oui, même si la guerre, parce qu'il y a des effets acquis, malheureusement, de ces pénuries, et puis, encore une fois, sans être un spécialiste de géopolitique, il est possible que la guerre se poursuive sans Trump, parce qu'il y a Israël, il y a le Liban, il y a les chiites et il y a les sunnites. Les Perses d'un côté et les Arabes de l'autre, ils se détestent entre eux. Et puis, quand les midterms seront passés, Trump aura en plus moins de velléité à arrêter sa guerre. Il préférera avoir la tête du régime iranien qui fait face aux États-Unis depuis toujours. Oui. Et sur les pétrolières américaines, vous me disiez aussi que c'est plutôt intéressant pour elles d'avoir un pétrole cher. Alors oui, parce qu'on sait que le pétrole de schiste, finalement, en dépit de l'épuisement du pétrole conventionnel en 2008, qui a joué un rôle majeur dans la crise des subprimes, qui lui-même a déclenché la crise financière, eh bien, on ne maintient à 100 millions de barils jour que grâce ce qu'on appelle le shale oil, le pétrole de schiste, le pétrole de sable bitumineux, Canada, États-Unis, avec des puits qui sont beaucoup plus courts, dont l'exploitation ne dépasse pas 3-4 ans et dont l'exploitation est plus chère. C'est-à-dire que le fameux EROI, Energy Return on Energy Invested, il n'est plus de 1 à 100, ni même de 1 à 25 ou de 1 à 12, il est plutôt de 1 à 5 ou de 1 à 6. Et donc il faut des prix du pétrole structurellement plus élevés pour justifier cette exploitation plus coûteuse. Disons que c'est bon pour le pétrole américain. Ouais. Vous avez raison de dire que les intérêts géostratégiques des États-Unis ne sont pas atteints dans cette histoire.
En première ligne, il y a l'Asie, l'Inde, la Chine. Alors, l'Iran veut laisser passer les bateaux, mais j'ai vu que ce matin, on avait empêché quand même un bateau indien de passer. Et vous avez non pas des mines qui bouchent le détroit d'Ormuz, mais vous avez l'impossibilité pour les compagnies d'assurance d'assurer les cargaisons. En ce moment, la Lloyd's de Londres ne sait plus assurer. Elle ne sait plus assurer les cargaisons, les, les bateaux, ni les Le équipages. risque est trop élevé. Le risque est trop élevé. Donc Et il faut donc, fixer un prix sur ce risque, c'est impossible. Et donc plutôt que de prendre le risque d'assurer mal, elle n'assure pas et le voilà, bateau voilà. reste figé au port plutôt que de Voilà, prendre la mer. et ça va durer un certain temps encore, à supposer, alors bon, supposons que demain on apprenne, moi je n'y crois pas du tout, hein, mais que l'Iran remette le stock d'uranium enrichi aux États-Unis, il faudra quelques mois avant que tout ça se décante. Vous savez d'où ça a commencé d'ailleurs le programme nucléaire iranien? Atom for Peace. C'est à l'époque, on a voulu, à l'époque du Shah d'Iran évidemment, c'était pas un régime menaçant, c'est un régime allié. On a apporté Framatome, de l'uranium civil en principe, non pas nucléaire, pour développer le nucléaire en Iran, sous la bénédiction des États-Unis. La France y a participé largement et aujourd'hui on se mord un petit peu les doigts Oui, de ce qu'on a fait il y a... oui, c'est tout à fait exact, et c'est même probablement le fait que la France ait renoncé à mettre en application l'engagement qu'elle avait pris par rapport au Shah d'Iran, qui a provoqué un certain nombre de meurtres célèbres. Je n'en dis pas plus, mais bon. Oui, tout à fait, les assassinats qu'on prêtait à des milices... Oui, non, mais le fait qu'il y a des hommes politiques, parce que Ouais. le président Chirac avait trouvé un moyen de tenir l'engagement sans que ce soit directement la Oui, France. c'est le président de Framatome qui a été, Oui, oui, oui. qui a été tué. Comment il s'appelait à l'époque? Oui, mais il y a aussi l'assassinat, la disparition de M. Barouin aussi. Bon, mais ça, c'est autre chose. Bon, et donc, alors, le risque que nous courons, c'est la stagflation, c'est-à-dire l'inflation et la stagnation. Nous voyons déjà que le FMI, la Banque de France, le gouvernement français ont révisé en baisse les perspectives de croissance. Alors, quelles sont-elles en France? Alors, en France, le gouvernement et le FMI disent 0,9. Marc Touati, qui n'est pas forcément une référence absolue, dit 0,4. Et il fait de beaux graphiques, hein, Marc Mais Touati. donc, elle sera inférieure à 1% dans tous les cas. Donc, Elle sera encore inférieure à une fois 1% très dans faible. tous les cas. Et le FMI, il y a plusieurs scénarios. Vous savez, c'est toujours un scénario très pessimiste, un optimiste et un moyen. Comme ça, on ne se mouille pas. Hein, bon. Mais enfin, le scénario le plus crédible du FMI, à l'heure actuelle, c'est une croissance mondiale à 2%. Or, l'année dernière, elle était de 3%. Et dans les années, la moyenne des 10-15 dernières années, on était plutôt autour de 5, si on prend vraiment du recul. Hein. Donc, c'est quand même une croissance mondiale ralentie, avec une inflation plus forte. L'incertitude, c'est la durée. La durée et le caractère plus ou moins irréversible. Donc, ce matin, les marchés sont optimistes. J'ai consulté quelques amis à Paris qui ont eu des fonctions importantes, ils sont plutôt optimistes. Et moi, je suis ni pessimiste ni optimiste. J'observe et j'essaye de rapporter les faits. Mais alors, au moment du choc pétrolier, quelle avait été la solution de la France pour passer le choc et continuer sa croissance et avancer? Oui, la France était dirigée par un grand Français, le président Pompidou, qui était capable de parler au peuple. Et Pompidou avait pris 2 décisions très rapidement. Il les avait annoncées. Oui, il les avait annoncées. La première décision, ça a été de réduire drastiquement la vitesse sur les autoroutes. Ah oui? D'ailleurs, le président Pompidou lui-même avait une Porsche, il adorait conduire à toute vitesse, il roulait même à 200 km/h sur l'autoroute. C'est une époque qu'on n'a pas connue. Pompon. Non, mais si, moi je l'ai connu quand même. Il n'y avait pas de limite Non, il n'y avait pas de limitation. Ah ouais. Et- Donc la limitation sur les autoroutes, Ah oui. ça vient du premier choc pétrolier. Ça vient du premier choc Mais pétrolier. alors, expliquez-le pourquoi. Alors, 130 km/h, tout simplement parce que, alors j'ai vu ce calcul récemment, quand on réduit la vitesse de 10%, on réduit l'énergie consommée de 20%. Donc, aujourd'hui, la première mesure à prendre serait de réduire la vitesse à 110 km/h. Les Français n'en voudront pas. Alors, de toute façon, oui, mais je disais, le président Pompidou était un
un président qui savait parler aux Français, le rôle d'un dirigeant, c'est d'expliquer. C'est d'expliquer. Donc, Monsieur Lecornu, à mon avis, a raison de parler d'électrification, et il en parle, là encore, d'une manière très provocante, sans le vouloir. Monsieur Lecornu n'est pas provocant, mais il voudrait ne rien restituer du surcroît de recettes sur la TVA pour développer l'électrification, c'est-à-dire, par exemple, la pompe à chaleur. Ne pas faire des chèques pour alléger le prix du carburant, mais peut-être faire des chèques pour Acheter des pompes à chaleur. aider les Français à s'équiper. Bon, Donc on soit moins dépendant du oui, pétrole, qu'on oui, en consomme moins. oui. Moi, je partage complètement l'opinion de Jacques Attali, de Gaspard Koenig et de beaucoup d'autres d'ailleurs sur l'idée de dire que nous recevons un signal prix, et le signal prix, il faut l'écouter. Pour changer nos habitudes. Voilà, personnellement, j'ai les moyens de remplir mon réservoir d'essence, mais je ne prends pas la voiture, je circule entièrement en train. Je vais d'Albi à Toulouse, de Toulouse à Paris. Alors réduire la vitesse sur les autoroutes. Réduire la Et vitesse. Pompidou, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre à l'époque Alors, surtout, il avait demandé au Premier ministre Pierre Messmer, combattant de Bir Hakeim, de lancer le grand programme de centrales nucléaires dont nous bénéficions toujours aujourd'hui. Donc un peu la même idée de dire qu'il faut changer les modes de consommation. Exactement. C'est là qu'est née la grande, c'était une des étapes importantes de l'ambition nucléaire française. Exactement. Déjà portée par le général de Gaulle sur Absolument, le nucléaire militaire. Absolument. Et donc, en fait, nous avons la chance incroyable de pouvoir avoir une électricité qui, à 85%, est dépendante du nucléaire et de l'hydroélectricité. Et, alors, on va peut-être pas refaire l'histoire du nucléaire, mais on sait que les gens qui nous ont dirigés, à l'exception du président Chirac et du président Sarkozy d'ailleurs, ont essayé d'affaiblir notre potentiel nucléaire. La fermeture de Fessenheim par François Hollande et même Emmanuel Macron, il avait voulu fermer 14 centrales. Oui. Mais je pense surtout au projet Astrid, c'est-à-dire le projet du nucléaire de la 4e génération, qui était déjà en gestation dans le projet Superphénix, et qui aujourd'hui, si on l'avait mené à bien, permettrait d'économiser 40% de l'uranium et de carburer complètement ces satanés déchets qu'il faut éliminer. Et en les carburant, on les détruit complètement. Bon. Donc on a vraiment abandonné la grande ambition. On a abandonné française. la grande ambition. Et puis ensuite, Emmanuel Macron a fait un tête à queue. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et il a relancé. Là, nous devons avoir 6 ou 7 réacteurs. On s'en est rendu compte en 2022 quand la moitié de nos réacteurs ne fonctionnaient pas et que la Russie, c'était une très bonne idée d'importer du gaz venant de Russie. Bon, alors maintenant, moi j'ai des sources qui me montrent que ces réacteurs arriveront, mais probablement pas avant 2040. Alors 2040, c'est quand même assez loin. C'est des programmes extrêmement longs. Voilà, très très longs. Bon. Et des EPR notamment. Comment ? C'est des EPR notamment. Oui, c'est des mini EPR. Et alors, vous avez raison de signaler 2022, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nos centrales fonctionnent, alors qu'en 2022, la maintenance n'était pas assurée, on était en sous-capacité, aujourd'hui, on est en pleine capacité, donc nous faisons face à cette crise dans des conditions plutôt favorables. Et vous avez vu que l'Espagne, la semaine dernière, a abandonné son programme nucléaire également. Elle veut fermer ses centrales. Pour moi, c'est une information incompréhensible. Parce que vous avez vu la grande panne qui a eu lieu. Moi, j'avais un ami qui était à Madrid, mais qui m'a dit, mais c'était monstrueux, il n'y avait plus d'électricité. Mais c'est terrifiant. Aujourd'hui, vivre sans électricité, les cartes ne marchent plus, enfin, ça devient l'anarchie. On se barricade chez soi. Oui, ça nous ramène à l'euro numérique, c'est-à-dire que le billet de banque est encore une valeur sûre. Bon. Et justement, je suis très étonné, parce que cette panne est lié au tout renouvelable. Et vous savez que ce qui caractérise le renouvelable, c'est qu'il est difficilement pilotable. Si vous devez être opéré... On peut pas décider de quand est-ce qu'il y a du vent et quand est-ce qu'il n'y a pas de vent. Voilà, si vous êtes opéré, opération vitale, on vous dit, ah ben non, on ne peut pas vous opérer, il n'y a pas eu de vent hier. Mais bon. Ou alors... voilà. Donc, donc je suis très étonné de cette décision, qui est une mauvaise décision. Enfin, celle qu'avait pris l'Allemagne aussi suite à Fukushima. Oui, j'en veux beaucoup, moi, à Mme Merkel, qui est une physicienne, docteur en physique. Bon, Tchernobyl n'a rien à voir avec les centrales que nous avons. C'est pas la technologie du graphite, c'est pas du tout la même chose. Enfin bon. Donc, nous abordons cette crise plutôt en bonne situation.
je ne fais pas de politique, mais le Premier ministre a raison de dire qu'il faut poursuivre l'électrification et ne pas forcément... Et l'effort à faire, c'est un effort de réduction de l'utilisation de la voiture, quoi. Mais alors, on doit s'attendre à quoi? Maintenant, on a quelques solutions sur la table, mais que va faire nos hommes politiques? Est-ce qu'ils vont baisser la vitesse sur les autoroutes? Est-ce qu'ils vont augmenter les taux directeurs? Qu'est-ce qui va se passer? Je vous propose qu'on invite Monsieur Lecornu ici pour l'interroger, hein. Moi, je pense qu'il va essayer de tenir le cap, de ne pas payer la différence de prix et d'affecter. Je pense qu'il communiquera sur la plus-value qu'il va faire sur la TVA et qu'il communiquera sur ce qu'il va en faire. Et ce qu'il va en faire, je pense qu'il va l'affecter à un programme énergétique complémentaire. Et alors, vous qui êtes un ancien directeur régional de la Banque de France, Oui. que vont faire les banques centrales face à ce choc inflationniste? Alors, la réponse est aussi simple que malaisée. Elle est simple parce que, je vais vous dire, elles vont augmenter les taux d'intérêt. Mais elle est malaisée... C'est écrit. C'est écrit. On était dans une logique de baisser les taux encore et encore. On s'attendait à des baisses. C'est terminé. C'est écrit, mais... La première bombe sur l'Iran, c'était fini. Je cherche une image que je ne trouve pas. Ce n'est pas une solution. Elles vont le faire et elles doivent le faire. Parce que si elles ne le faisaient pas... On leur reprocherait. On leur reprocherait, oui. Et c'est un peu comme si elles disaient l'inflation, on s'en fout. Or, elles sont là justement pour assurer la stabilité. Mais ça n'empêchera pas le choc dont nous avons parlé, c'est-à-dire les pénuries des produits dont nous avons parlé. Et augmenter les taux d'intérêt, c'est efficace quand on veut diminuer la demande. Mais là, c'est... Il y a une forte croissance économique. Voilà. Donc, là, c'est ce qu'on appelle une inflation importée. Elle n'est pas liée à nos taux directeurs. C'est une inflation d'offres. C'est un choc d'offres. Hein. Alors, elles augmenteront les taux d'intérêt. Je pense qu'elles le feront avec modération, parce qu'elles savent très bien que ce n'est pas vraiment efficace. Donc, moi, j'anticipe une augmentation de 0,25. Le taux d'intérêt de la Banque centrale ce matin est à 2,15, 2 pour le dépôt, 2,15 pour les prêts. Ils vont augmenter de 0,25 et peut-être de 2 fois 0,25. Donc on ne s'attend plus à des baisses de taux. Les Français qui voulaient acheter de l'immobilier avec des taux plus bas, qui espéraient emprunter de l'argent pour leur entreprise ou quoi que ce soit, c'est terminé. Vous avez raison de faire le lien avec l'immobilier, on en parlera tout à l'heure quand on parlera des produits d'épargne. Il y a aussi les taux long terme qui sont en fait les vrais taux d'intérêt parce que c'est eux qui guident le marché. Et eux sont nettement sur une tendance haussière. D'ailleurs, nous l'avions dit ici plusieurs fois, je l'ai écrit dans Le Revenu. Et donc, vous savez, moi, c'est très simple. Hein, si je me trompe, je démissionne. Hein. Bon, donc je maintiens. Vous avez vu qu'il y a eu une émission, je crois que c'était le 27 mars, d'OAT à 10 ans, où la République française a émis à 3,9. Terrifiant. Terrifiant, 3,9. C'est terrifiant. Rappelez-nous, tous les ans, on emprunte combien au marché ? Alors, cette année, nous allons emprunter environ 350 milliards. 350 milliards qui vont être empruntés à des taux proches de 4, en tout cas supérieurs à 3, alors que c'était de la dette qu'on avait avant, parce qu'il y a beaucoup de refinancement. Expliquer aux gens qu'on rembourse les anciennes dettes, qui étaient pas chères, voire gratuites, donc des taux entre 0 et 1, on les rembourse avec des dettes chères. C'est-à-dire qu'en fait, le service de la dette, l'intérêt qu'on paye sur ces milliards, c'est considérable. On augmente de 3% sur 300 milliards, on augmente la charge de la dette immédiatement de plus de 10 parce milliards. que la dette française est à 8 ans et demi. Hein, et donc, ce matin, enfin, il n'y a pas d'émission ce matin, mais on rembourse, on roule, c'est l'expression consacrée, des titres de dette émis en 2018. Alors, en 2018, ils étaient émis à 1. Mais vous avez raison de souligner qu'en 2019-2020, c'était 0. Donc, en fait, on remplace de la dette, disons, en gros, à 0, par de la bonne dette, par de la mauvaise dette. Par de la dette à 3,9. Bien sûr, c'est terrifiant. Et alors, tout ça, je vous l'avais dit déjà, je l'ai écrit dans Le Revenu, Monsieur Fontaine est témoin. Je vous ai dit, à la fin de l'année, les taux d'intérêt long terme seront à 4%. On y est. Pas tout à fait, quand même, parce que ce matin, on a eu 3,9, mais on est revenu, là, maintenant, à 3,6, 3,7. Hein. Bon, ça reste très élevé. Ça reste très élevé. Par rapport à ce que nous roulons. Hein, donc, oui, je voulais signaler, il y a une statistique qui m'a énormément impressionné depuis notre dernière émission, l'Institut de conjoncture patronale Rexecode
prévoit des charges financières pour la France de 120 milliards en 2030. 120 milliards de services de la dette. Services, C'est-à-dire que c'est intérêts, juste 120 milliards qu'on donne à nos créanciers. On exactement. leur paye 120 milliards, ça ne va, c'est pas 1 euro dans l'armée, pas 1 euro dans l'éducation nationale, pas 1 euro pour aller dans la poche d'un fonctionnaire ou quoi que ce soit. Pour la recherche, c'est 100% les intérêts sur notre dette, c'est 120 milliards. Alors, lors de notre dernière émission, j'avais cité une prévision de la Cour des comptes, 106 milliards. Et là, c'est pas 106 milliards, c'est 120 milliards. C'est terrifiant. 120 milliards, c'est plus que l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'on arrêterait Oui, l'impôt sur le revenu. nettement plus. Je crois que c'est et- 70, 80, 80 milliards. Il n'y aurait plus d'impôt sur le revenu. C'est terrifiant. Et ce matin, en gros, nous sommes sur une tendance de 70 milliards pour les intérêts de la dette, à peu près, peut-être 75 cette année. Bon. Donc, c'est un changement de décor complet. Alors, les Français vont le subir par éventuellement des augmentations d'impôts, etc. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les Français qui espéraient devenir, par exemple, propriétaires immobiliers, faire un emprunt à la banque, ça fait des mois qu'on attend la baisse des taux à la banque et on l'a pas. Oui, En fait, les taux restent très élevés à la banque. On s'est dit, mais allez, la BCE baisse ses taux. Moi, petit emprunteur, je vais en profiter. Je vais être dans le sillon de la BCE pour emprunter pour pas cher, ce qu'on a connu. Ce qu'on a connu dans les années, justement, en 2022, en 2020, quand les taux étaient très bas. On pouvait emprunter pas cher. Mais cette époque-là, elle est révolue parce que l'État gère mal ses finances. Donc, en fait, c'est un impact direct dans notre quotidien. Vous pouvez l'expliquer ? Alors même que, je complète, puis tout à l'heure on parlera des produits d'épargne et donc de l'immobilier, la reprise actuelle de l'immobilier est incertaine, elle est probablement peu durable, elle aura lieu en 2027, Marc Toiti le répète, parce qu'il n'y a jamais eu autant de pénurie de logements qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire que l'offre de logements en location a baissé de 25% l'année dernière, et les chiffres de la construction sont faibles, à faible niveau. Et effectivement, l'augmentation des taux d'intérêt des banques freine la reprise, notamment pour les jeunes, les primo-accédants. Donc, Vous oui. pouvez expliquer pourquoi on n'aura pas accès, même si les taux directeurs sont bas, à des crédits peu chers. Mais parce que les taux d'intérêt augmentent. Donc en fait, les banques, elles doivent choisir entre financer le petit épargnant ou financer l'État. Et quand elles peuvent prêter à l'État à 4%, elles ne vont pas prêter à monsieur, madame, tout le monde à moins de 4%. Donc les taux vont être très élevés. Oui, c'est pas un effet d'éviction. Disons, le taux, il est le même. Il est général. C'est-à-dire que les taux le taux de l'État ne peut pas augmenter sans que les autres augmentent aussi. D'ailleurs, l'OAT à 10 ans, c'est un taux directeur, c'est un taux clé. Donc, à partir du moment où l'OAT augmente, tout augmente derrière. Voilà, donc la reprise de l'immobilier aura lieu, mais moi je conseille aux épargnants de ne pas se presser pour racheter de l'immobilier. Attendre un peu, attendre et voir, attendre 2027, voir comment ça se passe. C'est un peu tôt encore pour racheter de l'immobilier. Ça vous va comme réponse? C'est très clair. Oui, non, mais c'est Très clair. c'est l'augmentation des taux. Alors, c'est l'objet de mon article à paraître dans le Revenu du mois de mai. Je donne aussi des raisons de fond qui font que le taux d'intérêt long terme va augmenter, indépendamment de la dette. Il y a le vieillissement de la population mondiale. Les personnes âgées vont être de plus en plus nombreuses. Vous avez vu, on a dit qu'en 2030, le quart de la population française aurait plus de 60 ans. Donc, il va y avoir des EHPAD à payer, des EHPAD de plus en plus chers. Des médicaments. Des médicaments. Bon, donc ça, et donc, c'est une analyse macroéconomique. L'épargne mondiale va diminuer. Et comme le taux d'intérêt long terme, il est le fruit de la confrontation entre l'épargne disponible et les besoins d'emprunt, naturellement, il va monter. Naturellement. Ça ne veut pas dire qu'il le fasse pour le moment, parce qu'en fait, les épargnants sont quand même toujours bien dotés, disons, puisqu'on bat des records d'épargne, et ces records d'épargne viennent de ma génération. Deuxièmement, il y a le fait que les besoins de renouvellement des emprunts, on a beaucoup d'échéances d'emprunts privés et publics qui vont tomber en 2008, 2009, 7, 8, 9. Bon.
Donc, il va y avoir un besoin d'emprunt important. Et puis, la transition énergétique, dont on nous parle tous les jours sans qu'on mesure bien les conséquences, il va falloir investir pour assurer des infrastructures, électrification, qui nous dégagent du carbone. Donc, il y a une conjonction macroéconomique qui va dans le sens des taux d'intérêt. Mais tout peut être bouleversé si nous tombions dans une nouvelle récession mondiale avec en plus de l'inflation. Les banques centrales peuvent reprendre la planche à billets, hein, quantitative easing. Rien n'est jamais acquis dans un sens ou dans l'autre. Mais moi, mon rôle, c'est de vous dire quelles sont les tendances. Après, Mais alors ça, vous croyez que c'est la seule solution pour sortir du marasme? Parce que là, entre ce qui se passe en Iran qui nous impacte, le prix de tout qui va augmenter, aussi bien du pétrole que oui, des produits oui. alimentaires, etc., avec une dette publique qui explose, vous ne voyez pas d'autre solution qu'une intervention de Bruxelles? Ah, comment ça de Bruxelles C'est-à-dire les mécanismes de protection ou ce genre de choses. Non, ma conviction n'a pas changé. Je pense que la France doit réduire ses dépenses. Elle en a les moyens. Il manque la volonté politique et le pas que la volonté, mais il manque la conjonction politique permettant de réduire nos dépenses, d'une part, et travailler plus. Nous travaillons. Je rappelais l'autre jour sur LinkedIn à quelqu'un qui m'a répondu 4 fois. Je lui ai dit, mais ce sont les chiffres de l'OCDE. Nous sommes le pays qui travaille le moins au monde rapporté à la population. Rapporté à la population. Bon, l'économiste Gilles Berset, président du corps, a calculé il y a déjà 2-3 ans, mais les chiffres n'ont pas beaucoup changé, que si nous avions les mêmes taux d'emploi des seniors que les pays d'Europe du Nord, nous aurions 120 milliards de recettes en plus. Donc le déficit serait presque apuré. Mais tout ça, je l'ai déjà dit, mais vous me direz, la pédagogie est l'art de la répétition. Donc je répète, hein. Mais il y a pas de... Il n'y a rien de nouveau. Enfin, l'effort à faire est toujours dans le même sens. Et je ne pense pas qu'il puisse y avoir de baguette magique. Alors, quand on se tourne vers les banques centrales, c'est parce que, si vous voulez, la nature humaine recherche toujours, alors ça a été théorisé par le grand philosophe chrétien, euh, le nom m'échappe. Et vous savez, la théorie du bouc émissaire, hein, René Girard. Le bouc émissaire. On cherche un bouc émissaire. Alors les banques centrales font figure de bouc émissaire, hein, donc des taux d'intérêt plus bas. En fait, non, c'est la solution. Elle est plutôt en nous. Hein, elle est dans nos comportements. Oui, on l'a vu, le taux d'intérêt, s'il le monte, ça n'aura pas beaucoup d'impact parce que de toute façon, l'inflation est importée. S'il le baisse, ça n'aura pas beaucoup d'impact parce que de toute façon, nos finances publiques sont très mauvaises. Oui, Donc, oui, bien sûr, bien la sûr. Banque centrale, Bien sûr. aujourd'hui, elle est très impuissante face à la situation. Bien sûr. Bah, merci beaucoup, Maxime Maury, en tout cas, pour vos éclairages Mais c'est aujourd'hui. un plaisir pour moi.